Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et c'est important de se connecter. Et bien microphone. Mégahertz et le trauma transgénérationnel. Comme j'ai déjà dit dans l'épisode santé mentale, c'est toujours un peu dans la lignée du précédent épisode. Alors le trauma, c'est un choc en fait. Ce choc-là, il va se transmettre de génération en génération. De génération en génération. C'est comme un héritage, mais c'est beaucoup moins joyeux. Bah, bonne chance. Comment il se crée? Par le déni. En fait, dans le précédent épisode, j'ai aussi parlé du tabou. Du tabou ou ce sur quoi on fait silence, en fait, par crainte ou par pudeur. Le tabou va créer un déni. Le déni, qu'est-ce que c'est? Le déni, c'est de nier cette réalité. C'est un peu, en français, on va dire, de faire l'autruche, en fait. Voilà. En français, on dit faire l'autruche. C'est exactement ça. C'est tu fais l'autruche. Tu fais l'autruche et ici, il n'y a pas de problème. Tout va bien, tout se passe bien. Mais le fait d'avoir ce déni-là, le fait de dénier cette réalité, fait que c'est quelque chose que tu vas transmettre dans ta famille, en fait, dans tes descendants. Et eux aussi vont le reproduire. Mais c'est pas des jeux conscients, en fait. Le déni, c'est un mécanisme de défense, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de défense? C'est notre manière de réagir face à une situation problématique, à une situation qui te met en réaction. Et en fait, ce sont des jeux inconscients ou non, d'ailleurs. Chacun a sa propre conscience de soi. Et du coup, en fait, quand tu fais un bon déni, comme je disais, tu élèves tes enfants dans ce déni-là. Et eux aussi élèvent après leurs enfants dans ce déni-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça peut être très long, hein. Cette boucle-là, elle peut être très très longue. Elle peut même avoir un côté infernal. Bon chance, comme je disais. Quelles sont les conséquences d'une telle situation? Elles sont multiples et variées, extrêmement intéressantes. Et il faut savoir que en sciences de la psyché, chaque personne est à la fois unique et tellement... tout le monde est à la fois tellement singulier et tellement banal ou pluriel en même temps. C'est-à-dire que chacun va répondre à sa manière à une situation, mais ta manière de répondre, c'est aussi à l'image de l'humanité en fait qu'il y a en ce bas monde. Donc, genre, toi, tu réagis comme ça, mais ton voisin, il va réagir comme ça, et ainsi de suite. Mais la manière dont ton voisin réagit, il y a aussi un mec à Pétochnock qui va réagir pareil, mais qui sera pas la même que son voisin, et ainsi de suite. Bon, t'as saisi la nuance. En fait, ce qui est important de voir dans le schéma de reproduction, c'est que tu vas toujours tendre à ça parce qu'il y a un tabou. En fait, là où l'espace n'existe pas, là où la réalité n'existe pas, comme t'es pas au courant, tu n'as pas conscience de toi, tu vas tendre à ça de manière inconsciente. D'ailleurs, il y a un très beau film là-dessus. Ça s'appelle The Place Beyond the Pines ou The Pines, je sais pas. Tu vois, toi et ton anglais. The Place Beyond the Pines avec Ryan Gosling dedans. J'ai cherché le réalisateur. Attends, je vais trouver ça. Derek Cianfrance. Quelque chose comme ça. Ouais, Cian France. Enfin, tu vois, tu tapes sur YouTube et tu vois. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il met bien en lumière, en fait, le schéma de reproduction. En gros, c'est quoi le synopsis? Le synopsis dedans. Le synopsis, c'est en fait, il y a une femme qui est avec un petit voyou, un petit bandito. Le petit bandito, il a une vie de voyou. Elle tombe enceinte de lui. Très bien. Sauf qu'elle, elle se rend compte que, bah, il me semble, hein, de tête, il a une vie trop dangereuse. Et puis, non, en fait, il allait en prison. Elle a refait sa vie, mais quand il ressort, il veut se remettre avec elle. Bon, tu vois l'histoire, non? Les feux de l'amour. Mais entre-temps, le mec, il fait un autre gros casse. Il voulait mettre sa femme bien. Il voulait la mettre bien parce qu'elle, elle était avec un autre. Et comme d'habitude, dans ce genre d'histoire, les mecs veulent gonfler les pecs pour que la femme le regarde à nouveau. Et en fait, il meurt. Donc la nana, c'est même pas, elle refait sa vie, elle fait sa vie en fait. Elle était déjà plus avec lui et voilà. Et l'enfant du coup, il grandit avec un beau-père, mais dès sa tendre enfance, il a jamais connu son père biologique en tout cas. Et en plus, le truc c'est que ça a pas loupé. Son beau-père est noir, lui il est blanc. Donc il y a un moment, même si t'as des soupçons, il y a un moment où bon, tu te dis que bon, t'as compris quoi. Alors le jeune adolescent cherche son identité. Pourquoi il cherche son identité? Parce que sa mère a fait un tabou autour de son père, c'est-à-dire que elle lui a jamais parlé de son père. Dans le terme jamais, là, c'est qu'elle en parle pas. Tu verras le film et tu comprendras, c'est super bien tourné. Ou quand il pose des questions, elle l'envoie un peu balader parce qu'elle aussi, ça lui renvoie quelque chose, peu importe le pourquoi du comment, mais en tout cas, elle lui parle pas de lui. Donc lui, à travers tout le long du film, il cherche à se rapprocher de son père et en fait, il épouse exactement le même schéma que son père alors que le but de la mère pour ne pas lui en parler, c'était d'aller au sens opposé. Mais il est super intéressant. C'est ça le schéma de reproduction. C'est un schéma de reproduction que tu refais à l'infini. Ton schéma de reproduction, il peut être à la fois vertueux ou vicieux.
Exemple, je prends un schéma vertueux assez simple et efficace et dans une dimension sociale, tu vois. Genre, papa est notaire, maman est avocate, et vous êtes comme ça. Je parle d'un point de vue social, vous avez ce type de métier de génération en génération. Vous vous rencontrez, vous avez 17 ans et demi, 19 ans, vous vous mariez à 23 ans, et puis tu vois, la vie est un long fleuve tranquille. La vie est simple. Sans tumulte en fait. Tout est simple. C'est le schéma vertueux ou l'autre exemple assez simple, c'est t'es issu d'une famille heureuse, d'un foyer heureux où il y a eu beaucoup d'amour. Voilà, ça aussi c'est un schéma vertueux. Donc après, on va voir aussi que des fois, tu as dans les familles des schémas en fait de violence qui sont là, genre par exemple des violences sexuelles. On va voir que les enfants ou des jeunes adultes qui ont été abusés sexuellement, ouais, désolé, hein, là c'est un peu trashy pour ceux qui n'ont pas l'habitude. J'ai déjà dit, hein, je suis quand même infirmière en psychiatrie, donc je vois des trucs un peu hot parfois, et là on va en parler. Et les schémas, les enfants qui ont été abusés, en général, quand vous tapez dans l'arbre généalogique, vous voyez que ce sont des schémas qui ont déjà existé, genre sur le parent, sur la lignée du dessus, sur la lignée des parents du dessus, et même parfois jusqu'à la grand-mère en fait. Et en fait, on se rend compte que dans des études, ça tape minimum 3 générations si ce n'est plus. Donc c'est hyper intéressant, c'est fascinant en fait. C'est fascinant de voir à quel point on ne naît pas seul en fait. On est chargé d'un bagage en fait. On hérite de ça et c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir avancer de manière plus légère. Et toujours pour parler de l'arbre généalogique, j'ai oublié de préciser ce petit point, this little point. Nous, on fait ça, on appelle ça le génosociogramme, en fait. Le génosociogramme, en fait, tu vas demander à l'individu. Alors, je sais pas si ça se fait avec si ça se fait à l'extérieur. Moi, je suis dans une institution psychiatrique, donc voilà, tu travailles sur le pourquoi tu es là et tu tires bien sur ta pelote de laine. Mais on va te demander de faire ton schéma. En gros, c'est grosso merdo, hein. En gros, on te demande de faire l'arbre généalogique et tu vas te rendre compte que l'arbre généalogique, lorsque tu es problématique, il est, euh, il est criblé de cette problématique-là. Toi, tu vas croire que c'est toi, mais tu vas te rendre compte que le frérot aussi, et puis après tonton, et puis après papa, peut-être même tata côté mère, ou peu importe, je dis n'importe quoi. Et puis tu remontes dans le truc, la grand-mère, mais même avant. Après, le avant, quand c'est trop avant, c'est compliqué d'avoir mais tu te rends compte qu'il n'y a pas qu'un seul élément. Tu es le résultat de plusieurs facteurs en fait. Ça va être sur la même lignée, genre les cousins-cousines, là, les frères directs, quoi, les frères et sœurs directs. Sur la lignée du dessus, c'est pas que ton père ou ta mère, ça va être ton père ou ta mère et leurs frères et sœurs. Ok? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non, c'est fascinant. Fascinant. Nous ne sommes que le produit de notre environnement. C'est très important de le préciser. On peut trouver des gens irritants parfois, mais ils sont irritants à la hauteur de notre encodage, c'est-à-dire genre un peu cuculapraline parce que eux, ils ont grandi dans cet univers cuculapraline. Est-ce que tu me suis jusque-là? Jusque-là, c'est assez simple. Toujours en fait dans le schéma de reproduction, c'est quelque chose qui m'a énormément fascinée et je pensais pas que c'était aussi fort. Et en fait, je veux juste par exemple prendre des exemples de gens qui ont vécu des génocides, des guerres ou des génocides importants. Par exemple, des génocides politiques, on va voir que dans ces familles qui arrivent à se reconstruire, à fonder un nouveau foyer, etc., qui vont avoir des enfants sur un autre espace géographique, dans une réalité toute autre, on va quand même observer des situations où il y a quand même cette ambiance de suspicion, quoi. Les enfants ne vont pas avoir accès à certaines réalités et encore moins répéter ça à l'extérieur. C'est une ligne de conduite, quoi. Ce que tu entends à la maison reste à la maison. C'est comme ça. Mais en même temps, vu du passif, voilà. Mais ça, c'est un schéma de reproduction. On va apprendre à l'enfant à créer des tabous. Par exemple, le tabou, ça va être la conviction politique. Ça peut paraître bête aujourd'hui et à froid parce que toi, dans ta vie ou toi, dans ton histoire, ça t'a pas vraiment parlé. Et pourtant, dans l'histoire de d'autres genres, voilà, et ainsi de suite. Et l'enfant va reproduire ça de manière inconsciente. Enfin, l'adulte qui sera peut reproduire cette situation de manière inconsciente avec ses propres enfants, alors que lui, il a vécu aux USA, etc., etc. Et voilà. Le schéma de reproduction ou le trauma transgénérationnel, moi, je trouve ça fascinant. On va voir que dans certaines régions de France, par exemple, quand vous détricotez la petite pelote de laine, là, parce que en fait, il faut tirer dessus un petit peu pour remonter dans l'histoire,
On va voir que lorsque la promiscuité est telle, lorsque le climat social est tel et le climat économique est très dur et les conditions de vie sont très rudes et qu'il y a aussi beaucoup d'alcool pour tenir cette cadence un peu folle, bah, ça loupe pas, hein. C'est ça la vraie misère sociale et c'est comme ça aussi qu'il y a des situations de glissement où on va dire oui, oui, dans ce genre de coin, ces gens-là, ils ont tendance à avoir tel type de déviance ou tel type de déviance. L'histoire a créé ça en fait. L'être humain réagit aux conditions extérieures dans lesquelles il vit. Et du coup, les conséquences en fait du déni, enfin de ce tabou-là, c'est d'avancer avec des séquelles. Le truc, j'ai aussi dit ça dans le premier post, où ouais, la parole, elle est sacrée en fait, dans le sens où à partir du moment où tu peux mettre des mots sur quelque chose, c'est bon en fait, tu peux rompre ce schéma. Mais aujourd'hui, on se rend compte que il y a des gens qui ont vécu, par exemple, ce type de violence toujours, et tant que vous n'en parlez pas, tant que vous le vivez à l'intérieur, tant que tu le vis, pardon, à l'intérieur de toi, et que c'est pas évacué, que la tension de ton circuit n'est pas évacuée, tu peux aspirer à une réparation spontanée d'ici une quinzaine d'années, en fait. Et quand je dis spontanée, c'est pas réparation spontanée, c'est juste d'avoir d'être moins tourmenté, en fait. Ça y est, tu vas de l'avant. Mais 15 ans, c'est long, hein. Je trouve que 15 ans, c'est énorme. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre, enfin, de se taire? Après, chacun réagit comme il peut dans la vie, je l'entends, mais 15 ans, c'est long. En fait, les conséquences du trauma transgénérationnel, c'est hyper lourd à porter, c'est hyper important. Je disais qu'en fait, les conséquences sont multiples et moi, comme je dis, je suis d'origine nord-africaine, c'est hyper important pour l'estime de soi, en fait. Le tabou que tu crées propose une place à ton bourreau, en fait, et altère cette estime de soi que tu devrais avoir. Genre, l'estime de soi, tu te kiffes un peu, etc. Non, là, tu l'oublies. Et moi, en tant que noir, je vois ça à quel point l'aliénation, par exemple, est forte chez nous en Afrique. Et quand je dis en Afrique, c'est vraiment sur le continent, que ce soit dans ta manière de percevoir le monde un peu hybride comme ça, d'un point de vue culturel. Et question canon de beauté, on n'en parle même pas quand t'es une femme. On n'en parle même pas, mais en fait, c'est pas quelque chose qui vient de toi. C'est juste les séquelles de ce quelque chose. C'est juste les séquelles de ce truc-là. Donc voilà, après, je vais pas trop rentrer dans le détail non plus, il faut pas trop que je m'étale. C'est hyper intéressant d'en parler. Alors, j'ai un autre élément, c'est quel est le but de réparer en fait? Ça sert à quoi de réparer? J'emploie souvent le terme d'aliénation parce que je le trouve très adapté quand on parle de santé mentale. Le but de réparer, c'est briser la chaîne en fait. L'aliénation, c'est être aliéné, enchaîné à une réalité qui n'est pas nôtre et briser la chaîne, c'est proposer un nouveau disque pour soi en fait. Ton disque rayé, la métaphore du disque, c'est ton disque rayé, tu sais, un peu avec un magnétophone, là. T'as le disque qui saute toujours de la même manière d'une génération à une autre. Et là, en fait, ce serait juste de nettoyer ton CD ou de changer ou d'en mettre un nouveau, en fait. Et en plus, c'est marrant, cette partie-là, elle fait écho à mon éducation toujours, hein. J'ai dit que je vais souvent y faire référence. Et en fait, moi, on m'a toujours dit, on me disait toujours, ouais, non, mais elle fait comme ça, ou telle personne fait comme ça parce que son père et sa mère font comme ça, dans le sens des mauvaises choses, hein, c'est pas des trucs positifs. Ouais, parce qu'elle fait comme ça, mais c'est bien connu, sa tante, elle a toujours fait ça. Ou même, j'ai déjà entendu des conversations très sérieuses où on disait, où il était dit, c'était en étant au pays, j'étais en vacances, où la famille disait, ouais, mais non, mais elle, l'enfant a ce caractère-là parce que sa mère, quand elle était enceinte, elle était sous un tableau, sous le tableau, non, sous le tableau, sous la photo de telle personne, et elle a aspiré le mauvais caractère de cette dite personne. Enfin, je sais pas si tu vois le genre, mais on est un peu là-dedans. Là, on est un peu là-dedans. Le second intérêt, pour moi, le but de réparer, en fait, ce serait un peu un combat identitaire, en fait. C'est te dire que, un combat identitaire, mais à tous les niveaux. C'est te dire que tu n'es pas que le résultat de cela, en fait. Te dire que tu n'es pas forcément la victime de quelque chose que tu n'as pas vécu. T'as pas forcément à endosser le sac à dos d'autres générations, en fait. C'est super important. C'est te dire, en fait, c'est de prendre le temps de prendre cette pelote de laine
et de tirer sur celle-ci et de remonter à la source, toujours à la source. Le meilleur moyen de te gérer, c'est de connaître ton histoire parce qu'en fait, ton histoire, pour moi, hein, c'est mon point de vue, c'est toujours moi, Abby, qui dit ça, mais ton histoire, c'est le seul moyen que t'as, c'est la seule arrogance que t'as pour toi, en fait. Que les gens ils viennent pas te raconter des foutaises du genre, moi, ils disent, ouais, mais toi, t'es plutôt, mais toi, t'es comme, hé, gars, toi et moi, on se connaît pas, et reste à ta place, en fait. Non, c'est avoir une autorité sur soi et avoir une certaine arrogance. Mais arrogance dans le sens positif, ouais, c'est de l'estime de soi, en fait. C'est juste pouvoir te positionner et te dire que ça, c'est ton bagage, oui ou non, et pas être comme un enfant inconscient, inconscient de tout et ne pas avoir conscience du danger. Il n'y a rien de pire que cet état d'ignorance. Mais l'ignorance, c'est propre à l'enfance. Et ouais, et je crois que c'est fini, hein. L'enfance, il y a deux, trois factures qui nous ont rattrapés, hein. Donc, ouais, donc pour moi, le but de se réparer, le but de se, comme j'avais dit précédemment, le but de se consacrer, c'est d'avoir de l'estime pour soi et d'être conscient de sa propre histoire pour que les choses ne se reproduisent pas. Parce que parfois, les traumas sont tels que, de manière inconsciente, les choses vont se remettre en place. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi le nom de mégahertz parce que la notion d'onde, la notion d'énergie, de souffle, etc., c'est hyper déterminant. On est sur les ondes, on se connecte, on se met en orbite et dans les histoires familiales, les dés sont déjà jetés. Et tant que tu prends pas conscience de ça, tu peux pas changer la pièce de théâtre. Le magnétisme est tel que la pièce va se rejouer à l'infini. Donc si t'en as conscience, à toi de jouer. Mégahertz. À très vite sur les ondes.